On va passer à la suite. J'invite le président du comité scientifique de l'ASFA qui a la chance de présenter son étude qui s'appelle ProCoag. Merci. Monsieur Pierre Bouzat. Merci Lionel. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette session. Effectivement, je vais vous présenter l'étude ProCoag au nom de bien sûr tous les investigateurs qui ont participé à cette étude. C'est un travail qui est bien entendu collectif. Alors l'idée, c'est de quelle est la place du PPSB, du complexe prothrombinique à 4 facteurs, dans le management de l'hémorragie massive. Et concernant les recommandations européennes, on voit bien en gros qu'il y a deux versants, soit PFC, soit PPSB fibri, PPSB souvent après que le fibrinogène ait été corrigé, et souvent avec une notion de guidé par la thromboélastométrie. Les preuves dans le rationnel, on voit bien que les gens qui font PPSB fibri guidés par le ROTEM, donc ça c'est plutôt les gens d'Autriche ou d'Allemagne, on voit qu'il y a un effet avec une réduction dans le groupe qui utilise du PPSB et du fibri, une réduction de la consommation de produits sanguins labiles. Et cette étude avait également, qui avait randomisé un groupe PPSB fibri versus PFC, avait également montré une réduction de transfusion massive, c'est l'étude rétique dans le groupe PPSB fibri. Alors, on voit bien que c'est intimement lié, cette histoire de PPSB, à la notion de ROTEM, mais si vous avez suivi la littérature récente, actuellement, ROTEM ou TEG, thromboélastométrie ou thromboélastographie, il n'y a actuellement pas de preuve qui permet de dire qu'une stratégie guidée par la thromboélastométrie ou la thromboélastographie est meilleure qu'une stratégie tout simplement guidée par le labo. Et donc, apparaissent maintenant des stratégies hybrides où les gens combinent, en fait, on essaie de faire une sorte de bombe hémostatique, où on combine des stratégies de ratio, culot, PFC, correction éventuellement de fibrinogène, et on rajoute très précocement éventuellement du PPSB en plus du PFC pour essayer d'améliorer la coagulation et arrêter le saignement. Donc il y a ces études qui sont plutôt des études de registre nord-américaines qui montraient une réduction également de la consommation de produits sanguins labiles lorsqu'on rajoute du 4 facteurs PCC au PFC, avec également une meilleure cinétique de correction de l'INR, et tout ça avec moins de complications thromboemboliques dans ces études rétrospectives. Donc nous est venue l'idée de l'étude ProCoag, qui est une étude prospective multicentrique contrôlée, randomisée en double aveugle, où en fait des patients à risque de transfusion massive avaient une administration en urgence de Canocad, la posologie comme la réversion des AVK, 25 unités internationales par kilo, ou de placebo, 1 millilitre kilo, de manière aveugle, c'est-à-dire que les seringues étaient opacifiées, les tubuleurs opacifiés, la préparation du produit était faite par une infirmière en aveugle. Et donc, on avait calculé un nombre de sujets à inclure de 350 patients pour une taille d'effet basée sur une réduction de la consommation de PSL à 24 heures, passant de 12 à 9, ce qui fait pour une réduction de 25%, un calcul réel d'effectif à 324. Il y a 12 centres qui ont participé, et donc notre objectif principal, c'était de démontrer qu'une stratégie de correction rapide du déficit en facteur de Coag permet un arrêt plus précoce du saignement, se traduisant par une réduction de la consommation de PSL. Et donc, notre critère de jugement principal, c'était le nombre de produits sanguins labiles transfusés en unités, culot, PFC, plaquettes, 24 heures après l'admission. Donc, voici les centres qui ont participé. Les inclusions par centre, il y a toujours de l'hétérogénéité. Notre record a été obtenu par le CHU de Montpellier, que je remercie, mais tout le monde a quand même bien participé à cette étude. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'énormes effets centres pour le moment. Les objectifs secondaires, il y avait une analyse séparée du critère de jugement principal. On a regardé le délai de normalisation de l'hémostase avec le TQ ratio entre les deux groupes, le délai d'arrêt du saignement défini par le médecin qui prend en charge le patient, soit par le chirurgien, soit par le radiologue qui dit ça a arrêté de saigner. Et bien sûr des critères de safety, qui sont les complications thromboemboliques et la mortalité. Alors voici les critères d'inclusion pour ce qu'on appelle les malades à risque de transfusion massive. Donc c'est des patients âgés de plus de 18 ans qui avaient une admission primaire au déchocage, donc pas de transfert secondaire, qui avaient soit reçu une transfusion préhospitalière, soit qui allaient recevoir un culot dans l'heure qui suit leur admission au déchocage. Ce patient a été jugé à risque de transfusion massive, soit par le jugement clinique du praticien, qui disait « ce patient, je pense qu'il va transfuser massivement », soit tout simplement par objectivé par un score ABC qui devait être au moins égal à 2. Le score ABC, je vous l'ai remis ici en item, c'est soit une fréquence cardiaque élevée, une PS inférieure à 90, une source de saignement identifiée à la FAST ou un traumatisme pénétrant. Bien sûr, il y avait consentement d'urgence, puis signature, et tous les autres critères, filet régime de sécurité sociale, etc.
Alors voilà un peu le flowchart de l'étude. On a randomisé 350 patients. Il y a eu 23 patients inclus à tort, un mineur, parce que beaucoup de patients n'avaient pas leur identité, hein. Un mineur, 17 patients randomisés qui ont été non traités, soit parce qu'ils sont décédés avant, soit parce qu'ils ont été randomisés à tort. SEC exclu de l'analyse parce qu'on a trouvé des contre-indications a posteriori et il y a eu 3 refus d'utilisation de données. Donc on a un bras qui est, qui a 160 patients, un bras qui a 164 patients, et les critères jugement principaux étaient analysables pour tous les patients puisque c'est retrouvable parfaitement par les EFS. Donc voici les caractéristiques de la population. Donc vous avez ici le total et le groupe placebo versus le groupe PPSB. Vous voyez qu'on est sur une population d'hommes majoritairement, des malades plutôt grave, hein. Vous voyez, plutôt moins de 90 de PS à l'admission, des Glasgow plutôt élevés, donc c'est des vrais chocs hémorragiques, des scores ABC qui sont autour de 2, et des ISS qui sont particulièrement élevés. On est à 36 de médiane et 38 de moyenne de score ISS, et on a plus de 95% de la population qui a un ISS supérieur à 15. Un certain nombre de patients, on est en Europe, en France, ont des amines à admission et des lactates, du lactate qui est quand même globalement élevé autour de 5. Concernant les paramètres de coagulopathie, des malades assez coagulopathes également, avec vous voyez des INR moyens qui sont autour de 1,5, 1,6, un TP qui est globalement autour de 60% et une proportion non négligeable de TP inférieure à 50%. Je n'ai pas mis ces données-là, d'hémoglobine autour de 10, soit des plaquettes plutôt normales, un fibri autour de 1,7 en moyenne. Beaucoup de patients avaient de l'acide tranexamique en préhospitalier, et beaucoup de patients ont reçu du fibrinogène. Hein. On pouvait recevoir du fibrinogène soit guidé par le ROTEM avec le FibTEM, soit guidé par le dosage pondéral, soit protocolisé, si on a un protocole de transfusion qui donnait du fibri d'emblée, et le nombre de patients ayant reçu du fibrinogène est le même entre les deux groupes, mais dans le groupe placebo, on a un poil plus de quantité de fibrinogène donnée dans le groupe placebo. Voilà le critère de jugement principal. C'est un formidable essai clinique non significatif, puisque vous voyez qu'en termes de que ce soit médiane ou moyenne, on est exactement dans les mêmes proportions en global. Et lorsqu'on regarde dans même le seul sous-groupe qui était prévu a priori, qui était le sous-groupe transfusion massive, c'est-à-dire qui a vraiment reçu 10 kg dans les premières 24 heures ou qui a reçu plus de 3 kg la première heure, c'est également non significatif. Lorsqu'on regarde la répartition en kilos, PFC et plaquettes, on voit également qu'il n'y a aucun effet du traitement sur la consommation de PSL à 24 heures, y compris par les différentes catégories. Ça, c'est les cinétiques de correction du TQ ratio, qui sont assez intéressantes. Et vous voyez que, alors qu'on a des cinétiques qui semblent différentes initialement, finalement, in fine, on a exactement le même TQ ratio entre les deux groupes à 24 heures, donc la même correction. Et en termes de sécurité, par contre, ça thrombose beaucoup plus dans le groupe PPSB, puisque l'incidence globale de la thrombose est à 29% entre les deux groupes, et on a 35% de thrombose dans le groupe PPSB et 24% dans le groupe placebo. Par contre, il n'y a pas d'effet sur la mortalité, ni à H24, ni à J28. Donc pour conclure ce topo, on voit qu'il n'y a pas de réduction de la quantité de PSL à 24 heures lorsqu'on admet du PPSB à l'aveugle chez des patients à risque de transfusion massive. Il y a un effet identique dans le sous-groupe prévu de transfusion massive. Il y a plus d'événements thromboemboliques recensés dans le groupe PPSB. Et pour l'instant, en tout cas, ce qu'on peut dire à l'issue de cette étude, c'est qu'il semblerait qu'il n'y ait pas d'indication d'administration de PPSB à l'aveugle dans une stratégie hybride de la gestion de la transfusion massive. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Étude négative, mais qui risque d'impacter fortement quand même nos pratiques. Il y a une question d'Anne Langrois. Pierre, bravo. Deux questions. Donc, sur la partie sécurité, bien que cette étude n'ait pas été conçue en puissance statistique pour la sécurité, vous venez avec quand même un message très important. Hein, et ça veut dire que si vous avez, avec un effectif conçu pour l'efficacité, un signal de sécurité, ça laisse présager effectivement un effet sécurité d'emploi majeur. Et ma deuxième question, ma question est la suivante.
Tu nous as dit à propos du nombre de patients inclus par centre, il n'y a pas d'effet centre. Est-ce que vous l'avez testé statistiquement? Parce que c'est étonnant qu'il n'y en ait pas un en analyse statistique. Alors, la randomisation était avec une stratification par centre, donc normalement ça lisse complètement l'effet centre. Il y avait qui était pris en compte dans la randomisation. Mais on ne l'a pas testé spécifiquement, non, là, pour le moment. Ça mériterait, parce que je serais étonné, donc je suis d'accord avec ta réponse, mais au-delà de la randomisation, chaque fois je montrerai après dans FIBCARD, à chaque fois qu'on met l'effet centre dans une multivariée, c'est rare que ça ne ressorte pas. En tout cas, bravo. Merci. Alors, il y a une question de Marie-Pierre Bonnet, et après, ça sera Sigismond Lazucchi. Merci Pierre, c'est vraiment super. En plus, je sais que c'est vraiment difficile ces études dans le choc hémorragique. Et comme le disait, j'avais la même question que Dan en fait sur l'effet centre. Je pense que ça vaut le coup de faire une multinomiale sur un multivarié. Et dans le même ordre d'idée, j'ai vu qu'il y avait une différence en fait en termes de prise en charge sur l'acide tranexamique et le fibrinogène dans le groupe placebo. Mais qui sont plutôt en faveur du groupe PPSB, c'est-à-dire qu'il y a plus d'utilisation d'acide tranexamique et plus d'utilisation de fibri dans le groupe placebo. Donc pour la safety, c'était ma crainte, c'est que si ça avait été l'inverse, on aurait pu dire on a vraiment trop chargé en fibri, mais c'est l'inverse. C'est le groupe placebo qui a eu plus de fibri. Et par contre, du côté efficacité, tu pourrais dire ça va lisser l'effet, ça fait disparaître. Ouais. Bon, après, de toute façon, là, le côté safety le remporte sur. Il y a différentes façons de présenter ce résultat. C'est pour ça que j'ai pas fini avec l'acide tranexamique aussi. Faut que parce que je pense que si on regarde par exemple le nombre de patients qui ont reçu du fibrinogène, il est identique entre les deux groupes par exemple. Oui, mais je pense qu'il y a une question de délai aussi. Ouais. Et oui, ma autre question, c'est sur les questions de délai d'administration. Donc je suis toujours en train d'analyser. Et effectivement, le délai d'administration du premier PFC va être une donnée très intéressante aussi à regarder entre les deux groupes. J'espère que c'est équilibré. Voilà, il y a toute une question effectivement entre le timing d'administration des produits qui va être assez touchy. Mais objectivement, je pense que du fait de la randomisation, j'espère que ça risque d'être équilibré entre les groupes. Mais on en est vraiment au début de l'analyse, on n'a pas encore écrit le papier, quoi. Sigismond, question courte. Super, Pierre. Et moi, c'était un peu sur la même... on se dit que c'est comme l'autre. Sur l'acide tranexamique, mais plutôt dans l'idée de se dire qu'effectivement, en tout cas, c'est un message plutôt favorable à l'acide tranexamique au niveau de la thrombose, puisque dans le groupe où il y a le plus d'acide tranexamique, c'est pas là où il y a le plus de thrombose. Et je pense que c'est un truc qui est aussi peut-être à mettre en exergue, parce que parfois, on a peur, enfin, de moins que certains peuvent avoir peur de l'acide tranexamique en effet prothrombotique, et là, en tout cas, on n'a pas l'impression que ça induit ça. Merci Emmanuel Weiss, c'est la dernière question courte. Oui. Est-ce qu'à posteriori, voyant ça, c'est toujours facile à posteriori, mais tu critiquerais les doses de PPSB que vous avez utilisées? Parce que c'est vrai qu'il y a des pays où ils utilisent demi-dose notamment, ou tiers-dose, en Allemagne notamment, où ils sont très pro-PPSB. Alors, même dans ces pays, moi, c'est pas tellement la dose de PPSB que je critiquerais, parce qu'honnêtement, c'est quand même assez... les gens qui font, en tout cas à l'aveugle, font une dose de réversion d'AVK, bizarrement 1 ml/kg. Par contre, ce qu'on pourrait reprocher, c'est clairement l'administration, enfin c'était le design, mais l'administration systématique. C'est un peu ça dont j'ai peur quand on va soumettre le papier et le reviewing, c'est que les gens me disent, mais attendez, c'était parfaitement attendu ce que vous avez vu. C'est-à-dire qu'une administration de PPSB à l'aveugle, regardez, nous, quand on utilise le PPSB, c'est toujours rotéamide guidé. Tu revas dans l'étude rétique, la proportion de patients qui ont eu du PPSB, c'est ridicule. Tous ont eu du fibri. Par contre, il y a 5% d'utilisation dans le groupe, par exemple, ou 16%, je crois. Donc on est vraiment dans une utilisation marginale de PPSB, et nous, on l'a fait de manière systématique. Mais on a fait cette étude aussi parce qu'on a vu voir apparaître ces stratégies hybrides, et aussi on a vu des pratiques, en France notamment, de gens qui administrent du PPSB à l'aveugle, y compris en préhospitalière. Ok, merci.